Ça va marcher. Non, normalement, ça devrait marcher. Bonsoir, mesdames, messieurs. Donc, effectivement, je ne vais pas exactement vous parler de ce qui était indiqué. Je vais bien vous parler de démocratie, mais plutôt de démocratie sous pression. Et bon, par les temps qui courent, comme vous le savez, c'est vraiment le cas. Alors, pour ce faire, je vais repartir d'une définition. La démocratie en trois, avec, si vous voulez, une sorte de triptyque, trois piliers. Le premier trait qui permet de définir les démocraties, eh bien, c'est le type d'organisation de la société qui permet aux citoyens d'influer sur la prise de décision publique. Et en général, je dis bien en général, normalement, ce qu'on affiche comme objectif, c'est d'améliorer le bien-être au moins du grand nombre. Alors, depuis 30 ans, c'est plus compliqué, vous l'avez remarqué. Deuxième trait, c'est que, évidemment, alors, si je reviens au premier, ça nécessite des institutions avec des modalités différentes possibles de démocratie. J'y reviendrai à la fin, délégatives, représentatives, participatives ou directes. Donc là, on a l'aspect institutionnel de la démocratie. J'ai parlé d'organisation de la société. Mais au-delà des institutions strictes, il n'y a pas de démocratie sans syndicats, sans presse libre, sans justice indépendante, etc. Ça exige toutes sortes d'autres institutions, et ça, c'est extrêmement important. Et en plus, donc troisième pilier, si vous voulez, eh bien, c'est un certain nombre de valeurs. D'ailleurs, les démocraties sont inséparables des États de droit. Et le propre d'un État de droit, eh bien, c'est de limiter, par la Constitution notamment, à l'arrière-plan par les droits humains, les droits des êtres humains, eh bien, c'est de limiter l'ère d'exercice des différentes formes de pouvoir. Mais vraiment, le fond important, c'est certaines valeurs, donc celle des droits humains, celle du respect d'autrui, du respect de la parole, du respect de l'autre. Dans une démocratie qui est digne de ce nom, eh bien, je devrais presque dire, même quitte à choquer certains, c'est qu'on ne parle pas du peuple. Le peuple, ça n'est pas du tout un concept démocratique. Une démocratie, c'est nécessairement des catégories, des groupes de gens qui, soit en termes d'intérêt, soit en termes de positionnement divers, forcément ne pensent pas comme chacun d'entre vous, comme moi. Si on ne reconnaît pas ça, il n'y a pas de démocratie possible. Alors, je vis dans un pays où ça, c'est quelque chose de relativement sacré, et j'y reviendrai peut-être. C'est un pays où, par exemple, l'exécutif est un exécutif collégial, avec des gens qui exercent le pouvoir en venant de partis politiques différents. Alors, en France, ça va être dur, mais bon. Donc, si je commence à penser que mon interlocuteur est un salaud, un crétin, ça peut arriver. Mais ça n'est pas systématique. Si je pense que c'est systématique, alors là, je suis désolé, mais je ne suis plus un démocrate. Un démocrate, c'est nécessairement quelqu'un qui accepte des compromis, qui sait que le monde n'est pas parfait, que l'idéal nous inspire, mais ne se réalise pas. Si on n'a pas compris ça, c'est dur de vivre en démocratie. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre, si vous voulez, énumérer et analyser, au moins rapidement, un certain nombre de difficultés qui sont relativement contemporaines et qui, effectivement, mettent les démocraties sous pression à tel point que certaines d'entre elles basculent. Les États-Unis, on peut s'interroger aujourd'hui. J'y reviendrai. Je suis désolé si c'est l'opinion de certains, mais effectivement, la démocratie, c'est nécessairement des opinions différentes, mais pour qu'on reste dans le cadre de la démocratie, il faut que ces aspects formels que j'ai indiqués soient reconnus. Si vous voulez virer les étrangers, si vous voulez bâillonner la presse, si vous voulez
supprimer les syndicats ou que sais-je, ben, vous n'êtes pas dans la démocratie. Et donc la France, peut-être dans 15 jours, moins de 15 jours, pourrait basculer. Ce serait comme les États-Unis aujourd'hui, c'est une espèce de régime intermédiaire, mais qui ne serait plus tout à fait démocratique, et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, dans ces difficultés, puis qui nous ont conduits à cette situation où aujourd'hui beaucoup de couches dans les populations éprouvent une affection particulière pour les personnalités borderline. Alors avec Trump, vous avez l'exemple absolu. Vous savez qu'on s'interroge même s'il sait lire. On se le demande. D'autres se demandent s'il n'a pas l'Alzheimer. En tout cas, c'est tout comme. Bon, c'est pas un grand intello. Une ligne ou deux, avec un immense effort, et il va s'arrêter là. Donc peu importe, première source de nos difficultés, c'est effectivement la globalisation. La globalisation qui, dans le cas des pays européens, s'est surajoutée à la construction européenne. Et effectivement, sans juger, si vous voulez, l'un ou l'autre, enfin la globalisation, c'est autre chose, mais surtout pas la construction européenne, c'est compliqué, il y a des aspects très différents, mais peu importe, sur un plan structurel, en plus les deux cumulés, eh bien, ont notablement réduit la marge d'action des États. Alors, c'était totalement voulu par le courant de pensée qui a inspiré la globalisation. Si vous regardez ce qu'on appelle le néolibéralisme, qu'on regarde quelqu'un comme Hayek ou qu'on regarde quelqu'un comme Friedman, chez Hayek, c'est très clair. Une société qui fonctionne bien, c'est des gens qui se comportent sur un marché comme des boules de billard. En aucun cas, ils ne doivent réfléchir. Et en aucun cas, ils ne doivent penser qu'il y a une société dans sa globalité. Et le projet du néolibéralisme, c'était effectivement d'imposer la gouvernance par le marché, en réduisant la latitude des États, parce qu'effectivement, à partir du moment où vous avez créé un marché mondial, il devient très difficile pour un État d'y résister. Donc, on a sciemment, et une partie au moins de nos élites politiques ont accompagné ce mouvement, on a cherché sciemment à réduire la latitude des États en termes économiques et en termes sociaux. La chose est très claire. Alors, en tout cas, apparemment, je ne sais pas si on avait anticipé ou pas, mais ça finit par causer des problèmes énormes, comme vous le savez. Et puis à ça, c'est ajouté la construction européenne, qui est aussi, alors avec un autre objectif, qui aussi a contribué à réduire cette marge de manœuvre. Et du coup, certains partis politiques, je dirais même tous les partis politiques, ne pouvant plus jouer sur les instruments classiques sur lesquels ils jouaient depuis au moins le début du XXe, si ce n'est même la fin du XIXe, avec la création des syndicats, etc., eh bien, tous les partis politiques, et pas seulement les partis de droite ou d'extrême droite, ont joué la carte identitaire. Évidemment, de façon différente. Alors, le premier des partis qui a joué cette carte et qui l'a théorisée, ce sont les démocrates américains. Les démocrates américains ont sciemment laissé tomber ceux qui sont devenus, quelques décennies plus tard, les électeurs de Trump, c'est-à-dire la partie, j'y reviendrai, enfin, si vous voulez, les anciens acteurs de la civilisation industrielle classique, eux, se sont retrouvés d'un côté sans emploi et extrêmement appauvris, et qui plus est, très souvent dans les médias américains, moqués, brocardés. Et du coup, vous avez une partie non négligeable de l'électorat, c'est ce qui constitue la base de l'électorat de Trump, qui sont des gens qu'on a humiliés, appauvris, soustraits à l'activité, et en fait qu'on a enragés. Et vous vous souvenez, chaque fois qu'on soulignait que Trump était un personnage dangereux, un personnage grossier, qui faisait fi de tous les codes, pour les gens qui énonçaient ces paroles, ça aurait dû amener les gens à ne pas voter pour lui. C'était rigoureusement l'inverse. Plus on chargeait, y compris l'histoire du Pussy, quand il raconte qu'il prend les femmes, vous savez, eh bien,
cette grossièreté infinie séduisait son électorat. Parce que l'idée de l'électorat, c'était de se venger en quelque sorte de ce qu'il pense être les élites. Donc, plus on chargeait la barque, et mieux c'était pour lui. Mais vous le savez, Terra Nova en France, du temps d'Olivier Ferrand, a théorisé exactement la même chose. Et le Parti socialiste français, à un moment donné, a décidé d'abandonner la classe ouvrière, de l'abandonner en quelque sorte à Le Pen ou à d'autres, et à construire sa base électorale autour, là aussi, mais d'une autre manière, des minorités. D'où la question, par exemple, du mariage pour tous. Alors évidemment, je n'ai absolument rien contre le mariage pour tous, que ça soit clair, mais l'idée, c'était effectivement de coaguler une certaine partie de la population et de lui donner une satisfaction symbolique. Et d'une certaine manière, la gauche s'identifiait alors après à ce genre de choses. Mais en laissant tomber complètement, en quelque sorte, les classes populaires. Et on voit les effets, alors c'est une des causes, on va en voir bien d'autres, mais les effets de cette stratégie. Aux États-Unis, c'est l'élection de Donald Trump, et franchement, ce n'est pas du tout anodin. Ce n'est pas du tout anodin. Comme vous le savez, et là, il va encore... enfin, on va voir si ça va passer, mais il va proposer une réforme fiscale. On n'aura jamais fait pire, si vous voulez, en termes d'inégalité fiscale, mais comme vous le savez, il a supprimé, enfin, pour un tiers, le financement de la recherche, et les disciplines qui sont les principales victimes de cette réduction des crédits, ce sont les sciences du climat, c'est tout ce qui concerne la recherche en termes de santé publique, en termes de protection de l'environnement et de la santé. Et l'objectif de Trump, c'est de déréguler tout obstacle, tout ce qui vient freiner un capitalisme extrêmement sauvage. Donc c'est un paradoxe que les gens qui en sont victimes aient voté pour lui, mais vous voyez pourquoi ce paradoxe peut fonctionner. Vous regardez Erdogan en Turquie, c'est clair le programme. Vous allez en Turquie et vous allez voir partout des mosquées supermarchés. Vous m'avez bien entendu, des mosquées supermarchés dans le même immeuble. Le Coran d'un côté, le commerce et la consommation de l'autre. C'est un programme assez voisin. Et vous voyez ce type de populisme un peu arriver partout. Et effectivement, les choses se sont précipitées cet été, avec le Brexit, un peu après l'été, l'arrivée au pouvoir, enfin l'élection plutôt, en novembre de Trump, le coup d'État en Turquie, alors déjà avant, l'AKP se comportait à peu près comme l'ASA autrefois, mais là maintenant c'est de façon évidente. Encore hier ou aujourd'hui, je crois, ils ont emprisonné à nouveau 1000 personnes. On voit partout un certain nombre de pays qui passent de l'autre côté et qui versent vers des régimes extrêmement autoritaires et socialement totalement iniques. Alors ça, c'est le premier aspect, c'est le premier facteur de pression aujourd'hui exercé sur les démocraties. Et en fait, ça va très loin parce qu'en fait, ce que l'on fait, et j'y reviendrai tout à l'heure pour les États-Unis par exemple, on érode les classes moyennes. On érode les classes moyennes, en tout cas essentiellement les moyennes et les basses moyennes, et puis on flingue ce qui est en dessous. Et en fait, de ce fait, à partir du moment où vous érodez les classes moyennes, eh bien, c'est le système démocratique lui-même qui commence à prendre l'eau et qui devient très difficile. Il n'a tenu que par une espèce d'enrichissement permanent, matériel, au sens matériel, des gens, et on reviendra, c'est effectivement quelque chose qui aujourd'hui ne se produit plus, en tout cas plus du tout de la même manière. Ok, donc maintenant, deuxième élément de pression, lui, tout à fait différent, touche le paysage de l'information. Durant les 20 dernières années, eh bien, le paysage de l'information a complètement changé. Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont de ma génération, d'une génération juste en dessous, vous vous en souvenez en France, avec le gouvernement Chirac, quand on avait Léotard, ministre de l'Information. Et donc, quand ils ont voulu privatiser les grandes chaînes de télévision,
L'argument à l'époque, je ne sais pas si vous vous en souvenez des Léotard, c'était le mieux-disant culturel. Ouais. TF1, le mieux-disant culturel. Il faudrait le pendre. Alors, en fait, c'est beaucoup plus grave ce qui s'est passé. Il s'est passé vraiment une fragmentation du paysage de l'information. Il y a une vingtaine d'années... Je propose qu'on pende personne. Oui, non, c'est une blague, c'est une métaphore, évidemment. Alors, ça vaut peut-être mieux de le dire par les temps qui courent, tu as raison. Alors, j'insiste, c'était une plaisanterie. Bon, ce que j'ai dit au début vous permettrait de comprendre qu'en tant que démocrate, on ne pend personne. OK, fermons la parenthèse. Alors, il y a une vingtaine d'années, dans tous les grands pays occidentaux, vous aviez disons, 1 ou 2 journaux télévisés qui étaient presque universellement regardés. Vous aviez quelques grands journaux, quelques radios. Et donc, en fait, ça créait ce qu'on pourrait appeler un commun d'information. C'est-à-dire, l'information était commune. On partageait la même information. Et en fait, une démocratie où on ne partage plus la même information, ça ne peut plus marcher. Alors, il y avait ce plat commun, et puis, quand on allait vers des journaux plus spécialisés, eh bien, il y avait différents courants d'opinion qui fournissaient des critiques de ce plat commun, mais avec une diversité relativement réduite. Eh bien, ce paysage a complètement disparu. Et vous avez aujourd'hui une multiplication des canaux d'information. Vous avez... Alors, une fois, je m'étais amusé à regarder ça dans un hôtel à Pékin. C'était plus de 1000 chaînes de télé. C'était absolument effrayant. Alors, évidemment, la Chine, c'est 1,3 milliard d'habitants, donc 1000 chaînes de télé, oui, OK. Enfin, quand même, ça faisait beaucoup. Et avec essentiellement de la pub sur ces chaînes. Mais enfin bon, c'est évidemment le pays des communistes, comme vous le savez. Et donc, je vais vous donner une anecdote pour vous. Moi, c'est un phénomène qui m'a beaucoup, disons, étonné. Je ne m'attendais pas à ça. Avec les presse universitaires de France, avant la COP 21, on a organisé une enquête auprès d'un public de 15 à 30 ans pour savoir ce qu'ils connaissaient de la COP 21 et comment ils appréhendaient les enjeux de la COP 21. Donc là, l'enquête a eu lieu courant septembre 2015 et les résultats ont été connus début octobre. Eh bien, sur le millier de personnes, je crois, qui avaient été interrogées, donc des gens de 15 à 30 ans, 64%, mi-septembre 2015, donc des jeunes, n'avaient jamais entendu parler de la COP 21. Donc ça veut tout simplement dire qu'ils n'étaient pas sur les canaux habituels d'information, qu'ils sont sur leurs canaux propres. Récemment, il y a une étude qui était parue aux États-Unis. Les téléspectateurs de Fox News, à commencer par cet éminent président Donald, eh bien, ne regardent que cette chaîne. Je vous assure que le niveau culturel de TF1 est infiniment supérieur à celui de Fox News. C'est à peu près le même vocabulaire que Trump, c'est pour ça qu'il la regarde tout le temps, à peu près 200 mots, avec des valeurs assez réduites, c'est à peu près celle d'America First. Hein. C'est effrayant. Et à ça, vous ajoutez effectivement tous les algorithmes sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche, etc. Et en fait, sur Google ou autres, vous êtes ramené à vos choix en permanence. C'est-à-dire, si vous êtes raciste, alors là, c'est le nirvana. C'est des millions d'informations racistes. Mais vous n'aurez plus rien au bout d'un moment. Donc c'est vraiment une machine à vous enfermer dans un silo. Et ça, mine de rien, c'est vraiment quelque chose, c'est le cas de le dire, qui mine justement la vie démocratique. Elle ne fonctionne que si vous avez un commun d'information à partir duquel on peut se positionner. Là, vous ne l'avez plus. Et sans cette multiplicité de chaînes, eh bien, ce qu'avait soutenu Trump juste le lendemain de sa fête d'intronisation, quand on voyait les photos prises par les canaux normaux d'information, les boulevards étaient vides.
les photos ont été truquées pour Fox News et pour tous les canaux d'information qui appuient Trump. Et vous savez, c'est à partir de là que sa responsable de l'information nous a sorti l'idée des faits alternatifs. Donc évidemment, pour que des faits alternatifs soient possibles, ce n'est pas parce qu'on s'éloignait de la vérité, ce n'est pas parce qu'on a abandonné l'idée de vérité. Le téléspectateur de Fox News, quand il regarde Fox News, il pense que c'est la vérité. Donc dire que les fake news, c'est quelque chose qui va à l'encontre de la vérité, c'est idiot. Au contraire, chacun prend son truc pour la vérité. Et c'est pour ça que ça devient très dangereux quand vous avez une fragmentation du paysage de l'information, parce qu'effectivement, vous enfermez des gens sans aucun moyen pour eux de s'en extraire dans un abîme de mensonges. Et si vous venez à leur dire la vérité, vous êtes un menteur. Et vous n'arriverez plus à les sortir de leur trappe à mensonges. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est un élément extrêmement important de déstabilisation du jeu démocratique. Troisième élément qui a aussi profondément changé la donne, et j'ai déjà fait allusion, eh bien, c'est l'appauvrissement qui va des classes moyennes jusqu'aux classes les moins moyennes, donc celles qui ont les revenus les plus bas. Si vous prenez un pays comme les États-Unis, je vous dis ça de mémoire, mais en gros, entre 1950 et 2008-2009, quelque chose comme ça, le PIB a cru de plus de 260%, et il n'y a que 2 ou 3% qui sont allés, vous m'avez bien entendu, que 2 ou 3%, alors je ne sais plus à partir de quelle date, hein, ce n'est pas du tout les années 50, hein, c'est plus tard, qui sont allés aux classes moyennes. C'est-à-dire la quasi-totalité de la croissance du PIB est allée dans un nombre de poches extrêmement restreint. Évidemment, ça c'est... Alors, à la fois, c'est le résultat des politiques fiscales à partir de Reagan, et puis c'est aussi le résultat du numérique. Le numérique, ça permet de concentrer à l'extrême la production de la richesse. Et donc, ça, c'est un élément très important. Si je prends les États-Unis toujours, vous avez, grosso modo, sur une population de 350 millions d'habitants, vous avez 43 millions et quelques centaines de milliers de gens qui sont sous le seuil de pauvreté, mais vous avez à peu près le même nombre, une quarantaine de millions, qui sont juste au-dessus du seuil de pauvreté. Alors, c'est sympa les statistiques, mais en fait, si vous voulez, vous avez un tiers de la population qui est pauvre. Vous avez 15% de la population aux États-Unis qui se nourrit grâce à des bons alimentaires. Vous avez 3 500 000 enfants aux États-Unis toujours qui dorment dans la rue. Ne vous étonnez pas qu'il y ait un illettré Alzheimer cinglé et cynique au pouvoir. Franchement, on a vraiment tout fait pour, et ça a marché. Alors, une démocratie, quand vous avez, si vous voulez, au bout d'un moment, quand effectivement les gains de la croissance deviennent extrêmement mal répartis, ça fonctionne très mal. On connaît ça avec l'Amérique du Sud parce que c'est à peu près sa posture depuis les années 50. Ça donne des dictateurs, des populistes en alternance, en permanence, et des régimes qui s'habillent en permanence, abîment en permanence avec une population qui est sujette à un régime extrêmement sévère. Quand vous pensez par exemple à la France jusque dans les années 60, début des années 60, vous avez une espèce de pôle statistique de paysans qui à peu près tous votent de la même manière. Ça donne, si vous voulez, un pôle de stabilité énorme. Ça permet d'avoir un parti communiste à 25% sans que ça ébranle le système. Vous regardez la France d'aujourd'hui, ben, vous avez une France sur le plan politique divisée en 4 partis à peu près égales. Évidemment, ça devient, dans un système où effectivement, comme je vous l'ai dit, on est assez peu démocrate, ça devient quelque chose d'assez difficilement gérable. Quatrième facteur de fragilisation du système et qui met la démocratie sous très forte pression, eh bien, c'est le changement qualitatif
de la croissance, et ça ne date pas d'aujourd'hui, on va remonter au début des années 70. Si vous voulez, si on a vu dans la croissance, et donc dans la croissance du PIB, une sorte d'indicateur quasi absolu sur lequel étaient rivés les yeux de tous les gouvernements, eh bien, ce n'était pas pour rien. Pendant un certain temps, ce n'était pas absurde. C'était relativement fondé. C'est-à-dire que pour l'Europe, entre l'après-guerre et le début des années 70, la croissance a systématiquement délivré 3 fruits. Et ces 3 fruits sont des biens en eux-mêmes. Le premier de ces fruits, c'était l'augmentation du bien-être. Je vais revenir. Le deuxième de ces fruits, c'était une création nette d'emplois. Évidemment, le progrès détruit les emplois, mais il en crée beaucoup plus qu'il n'en détruisait. Et puis, troisième bénéfice, c'était une réduction des inégalités. Une réduction qui était très forte en Europe. Alors, prenez par exemple les États-Unis. Vous savez, les États-Unis commencent à connaître une période de croissance avec des taux de croissance supérieurs à 2% à partir de 1920. Eh bien, sachez que depuis une dizaine d'années, le niveau d'inégalité aux États-Unis est redevenu ce qu'il était en 1920. C'est-à-dire que tous les acquis de la croissance américaine ont été repris. Mais bien entendu, le niveau d'inégalité est égal à celui qu'il était en 1920. Alors, reprenons maintenant chacun de ces fruits. Vous allez voir que chaque fois, il se transforme en poison. Alors, le premier des fruits qui a tout d'abord commencé à s'altérer, puis finalement qui devient une forme de poison, c'est celui du bien-être. C'est facile à comprendre que dans les années 50, 60, jusqu'au au début des années 70, la croissance est débouchée sur une amélioration du bien-être. Si vous voulez, premièrement, on a un accroissement de l'habitat, on a un habitat qui devient plus confortable, on a énormément d'infrastructures qui sont construites, routes, télécommunications, etc. On a des services publics qui fonctionnent, des hôpitaux qui fonctionnent. Et effectivement, eh bien, les indicateurs de l'époque nous montrent qu'on a vraiment un sentiment d'accroissement du bien-être. Regardez le cinéma des années 60, il est relativement euphorique. Bon. Quand vous voyez la manière dont les Français des années 60 traitent l'occupation allemande, vous dites que franchement, ils devaient être heureux. Parce qu'il ne reste pas grand-chose de ce que ça avait été. Alors, c'est tourné en ridicule, etc. Et à partir du début des années 70, eh bien, on ne produit plus de la même manière de la richesse. On produit plus. Alors, j'ai oublié l'électroménager, qui était quand même un élément important, et qui est un peu contradictoire par rapport à la suite de ce que je vais dire. Mais en fait, le gros paquet est quand même sur les infrastructures. Et la production passe d'une production d'infrastructures à une production de petits objets. On l'a entendu tout à l'heure, on a tous dans les poches un téléphone, un smartphone. Et ça, c'est vraiment l'exemple type de l'objet contemporain. Si vous me dites que votre smartphone vous rend heureux, je vous conseille d'aller voir un psychiatre. Alors, ce qu'on constate avec, si vous voulez, toutes les observations qu'on fait, le premier auteur, c'est Richard Esterlin en 1974, qui montre que pour la première fois, les deux courbes se disjoignent, celle qui exprime la croissance du PIB et celle qui exprime la croissance du sentiment de bien-être. Et alors aujourd'hui, je dirais même que, si vous voulez, la croissance devient anxiogène. Vous l'aviez juste, là, si on mettait l'autre slide, c'est anxiogène. C'est-à-dire effectivement la robotique, des algorithmes de plus en plus puissants, etc. Et puis alors vous regardez du côté du transhumanisme, mais c'est horrible, on fait des machines qu'on ne contrôle plus. Récemment, il y a un an, il y avait, comment il s'appelle, là, Hawking et d'autres, là, qui lui disaient, ben voilà, c'est affreux, on va créer un dieu qui va nous supprimer, etc. Waouh, c'est super pour le bien-être. Bon, il y en a certains qui vous disent, on va vivre 1000 ans. C'est débile. Mais vous imaginez comme vous allez vous emmerder. Des conférences, ça va être des dizaines de milliers dans votre vie. Je vous assure que vous allez les goûter. Bon, fermons la parenthèse. Mais ça, c'est anxiogène. C'est terriblement anxiogène. En plus, il y a des fous qui arrivent au pouvoir, voilà, etc. Franchement, on est dans un monde, si vous voulez vraiment vous sentir bien, méditation, zen. Sinon, le reste, c'est foutu. Alors, l'emploi, depuis 20 ans, grosso modo, il y a parfois des contestations, etc., mais grosso modo, le bilan net de l'association Progrès Technique Marché est plutôt une destruction des emplois.
Je crois pour l'Europe, c'est 35 millions de personnes sans emploi. Si vous ajoutez à ça, par exemple, dans un pays comme l'Allemagne, les millions de personnes qui sont en emploi partiel contraint. Alors, les États-Unis, les statistiques ne veulent rien dire parce qu'on sort régulièrement les gens. Et dans certaines villes, c'est vraiment apocalyptique. Donc, on a vraiment un problème, même si certains, alors sur ce plan-là, veulent vraiment faire autre chose. Alors, il y a des pays qui s'en tirent. La Suisse, c'est 3,5% de chômage, et c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, que ça se voit, puis ça se voit avec vos étudiants, la manière dont ils trouvent un boulot, etc. Mais c'est quelques rares pays comme ça qui ont réussi, si vous voulez, à tirer leur épingle de jeu, probablement, peut-être aussi, peut-être au détriment des autres. Et puis, je vous l'ai déjà dit aussi, je vous ai donné l'exemple américain, eh bien, la croissance aujourd'hui surproduit les inégalités. Donc ça, c'est vraiment un changement gigantesque. Si vous voulez, la croissance aujourd'hui ne délivre plus les fruits qu'elle a délivrés pendant des décennies, et à la place de ces fruits, elle délivre les poisons correspondants. Alors, si je regarde les programmes du premier tour, je ne suis pas en train de vous dire que je donne mon assentiment à l'un ou à l'autre, je reste dans ma neutralité tout à fait helvétique, vous en êtes aperçu déjà tout à l'heure, mais bon, eh bien, si vous regardez leur programme, Hamon ou Mélenchon, ils ont au moins compris ça. C'est qu'on n'a plus à chercher la croissance pour elle-même, mais en revanche, on doit continuer à chercher les anciens fruits de la croissance, mais pas la croissance elle-même. Donc, dire ça, si vous voulez, ce n'est pas un programme de décroissance sommaire. Un programme de décroissance tous azimuts, ça n'a pas de sens. On ne va pas vous empêcher au nom... si vous voulez, on doit effectivement faire décroître les flux de matière et les flux d'énergie au moins carbonés. Ce n'est pas pour autant que vous devez méditer moins. On n'est pas sur le même registre. C'est les flux de matière et les flux d'énergie qui doivent décroître. Alors, et ce n'est pas sans paradoxe non plus, on pourrait y revenir. Donc ça, c'est un élément très important. Cinquième élément, eh bien, là, on voit que finalement, tous ces éléments commencent à déstabiliser l'opinion, et ça va dans les sens contradictoires. Premiers indicateurs qui vont dans un certain sens, et j'en donnerai d'autres qui vont dans un autre sens. On a des enquêtes régulières faites en Europe qui nous montrent qu'on a au moins 40% de la population, mais les mêmes peuvent avoir des opinions par ailleurs contradictoires, mais 40% de la population qui aujourd'hui désire des régimes autoritaires. Puis apparemment, vous avez vu qu'ils font plus que les désirer, hein, ils les rendent possibles. Donc ça, c'est quand même un facteur relativement inquiétant. Deuxième trait aussi inquiétant, c'est qu'on a quand même, à peu près partout en Europe et aux États-Unis, alors aux États-Unis c'était spectaculaire avec les républicains et le Tea Party, on a une droitisation des esprits. Alors, ce que je veux dire par là, si vous voulez, comprenons-nous bien, c'est précisément quelque chose qui fait que les partis de droite sortent des valeurs qu'ils ont traditionnellement défendues. Si vous prenez récemment le speaker républicain de la Chambre des représentants, alors on a sorti une vraiment qui est absolument géniale. Il dit non, c'est le principe des assurances qu'il faut critiquer. Il n'y a aucune raison qu'un bien portant paie pour un malade. Vous m'avez bien entendu. Il n'y a aucune raison qu'un bien portant paie pour un malade. C'est-à-dire qu'une société où on se comporte de la sorte, c'est une société qui renonce à la civilisation. Et là, franchement, nos amis les grands singes, qui ne sont plus très nombreux, mais quand ils écoutent Paul Ryan, se disent que franchement, il y a un bug dans l'évolution. Ça va quand même très loin. Et là, on est, si vous voulez, comment dire, même ce qu'avait justement montré Darwin, c'est que ce qui avait rendu l'évolution humaine possible, c'était justement une certaine forme de principe de solidarité. C'était l'altruisme. Et que sans altruisme, les hommes n'auraient pas pu survivre.
Donc Paul Ryan, lui, est pour un individualisme extrême. Survivent les bien portants, crèvent les malades. Le programme au moins est simple. C'est vrai que même avec 200 mots, on comprend. C'est important. Alors, je prends cet exemple, mais je pourrais en prendre d'autres. Hein. Si vous voyez le Tea Party, je veux vexer personne, mais certains candidats à la présidence de la République lors du premier tour, venant d'une droite classique, ont parfois, à certains moments, tenu des propos extrêmement étonnants. Moi, je suis un catholique, mais je vous assure tout de suite, totalement délavé. Hein. Mais bon, j'ai des restes, dirons-nous. Eh bien, je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un qui se dise catholique trouve normal que l'on conspue, que l'on rejette violemment les étrangers. Moi, autrefois, j'ai lu les évangiles, je n'ai jamais vu ça. Hein, je ne sais pas comment ils font. Mais c'est très, très étonnant. Donc ça, on a ce mouvement partout. Et c'est quelque chose de relativement étonnant parce que là, ça touche ce que je vous indiquais, une démocratie, ça suppose des valeurs. Là, on quitte violemment, franchement et très clairement le substrat de toute démocratie en termes de valeurs. Pour moi, c'est extrêmement inquiétant. Alors après, dans les autres aspects, ça serait plutôt intéressant. Manifestement, et au moins depuis une vingtaine d'années maintenant, ce qu'on appelle l'idéologie du progrès, c'est-à-dire le fait qu'on pensait que, et on a ça pour la première fois chez Bacon, ensuite Descartes, ça revient au XVIIIe, et ça se diffuse et ça se partage dans la société au XIXe, l'idée que l'avancée des sciences, par leur retombée technique et industrielle, devait nécessairement déboucher sur une amélioration du genre humain. Et, si vous voulez, pensez à Condorcet du système, sur le bonheur, en quelque sorte, hein, si je veux. Et là, franchement, les Européens, et même les Américains, alors les Européens, ils n'y croient plus. Et on constate même une sorte de, disons, de mouvement de déconsommation. Alors j'entends bien, ce n'est pas dire que les gens consomment moins. Alors s'ils consomment moins, ce n'est pas parce qu'ils l'ont voulu, mais c'est parce que leur revenu baisse. Mais en revanche, ils n'espèrent plus de la consommation une forme d'accomplissement. Ça, c'est aussi, alors ça va plutôt dans le bon sens, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Alors après, sixième facteur, qui n'a pas commencé encore à donner ses effets, mais c'est le facteur environnemental. Hein, très rapidement, ce qui caractérise l'environnement, c'est que, en fait, si vous voulez, au niveau du système Terre, il y a un certain nombre de limites qu'on ne devrait pas ou qu'on n'aurait pas dû franchir. Par exemple, on n'aurait pas dû dépasser les 350 ppm du dioxyde de carbone hein, pour le changement climatique. On est à 410 maintenant, etc. etc. On aurait dû quand même, grosso modo, maintenir la biodiversité. Je vous rappelle qu'entre 1970 et 2015, c'est 58% des vertébrés sauvages qui ont disparu. Et je vous rassure, les insectes ne se portent pas mieux, les batraciens, les mollusques, enfin bon, c'est pas génial tout ça. C'est-à-dire un véritable effondrement de la vie sauvage. Là, on est sur le côté érosion des populations, et puis évidemment, derrière, ça nourrit une accélération du rythme de disparition des espèces. Donc, ces limites, alors, notamment en matière de climat, notamment en matière de biodiversité, on les a franchies, et on les a franchies déjà depuis un certain temps. Et toute la difficulté, si vous voulez, c'est que lorsqu'on franchit ces limites, il n'y a pas de signal. Sans information scientifique, nous serions incapables de dire qu'on a franchi la moindre limite que ce soit. Et les effets du franchissement de ces limites eh bien, arrivent 30, 40, 50 ans, un siècle et demi, pour leur expression plénière, après qu'on ait commencé à les franchir. En d'autres termes, ceux qui passent à la caisse, passez-moi l'expression assez grossière, je fais un petit peu de Trump, ne sont pas ceux qui sont les premiers à avoir franchi les limites. Or, maintenant, je suis désolé de vous le dire, mais on va commencer à passer à la caisse. Et donc, je veux donner un seul exemple. En matière de climat et les deux, en matière de biodiversité, les deux sont conjoints. Tous ces deux problèmes vont fragiliser
hautement nos capacités de production alimentaire. Dans la région, vous devriez être sensible, puisque hier, je crois, avec le gel, la récolte du muscadet cette année, c'était déjà le cas, si j'ai bien compris, l'année dernière, est largement compromise. Mais laissons le muscadet et concentrons-nous sur, de manière générale, les plantes. Les plantes, lorsqu'il fait chaud, maintenant, autrefois, on comptait les journées à plus de 30 degrés, c'est de la rigolade. Maintenant, plus de 30 degrés, c'est presque tout l'été. On compte les journées à plus de 35, les journées à plus de 40. Mais maintenant, on va commencer à compter dans nos contrées les jours à plus de 45. Et dans certaines régions du monde, maintenant, on compte déjà, Inde, etc., on compte déjà les journées à plus de 50 degrés. Et les plantes, elles sont comme nous. Elles n'aiment pas beaucoup la chaleur. Et quand elles sont victimes d'une vague de chaleur, elles ferment leurs stomates. En d'autres termes, elles captent moins d'énergie. Et du coup, le peu d'énergie qu'elles continuent à capter, elles ne l'envoient pas du tout dans les graines ou dans les fruits. Elles l'emploient à survivre et notamment à allonger les racines parce que souvent, ça s'accompagne aussi d'une vague de sécheresse. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été publiées ces dernières années qui nous montrent qu'effectivement, on va avoir un problème. Alors, on a aussi des latitudes, il y a des marges sur certains points, mais on va avoir vraiment une érosion, on va assister à une érosion de nos capacités de production alimentaire. Elle est déjà là. Depuis quelques années déjà, si vous voulez, pour les céréales, la jonction entre la récolte d'une année et la récolte suivante, c'est un jour ou deux. Autrefois, c'était des semaines. Donc, du coup, on peut imaginer que ce qui va rester de nos démocraties, espérons qu'il en restera un maximum, sous une telle contrainte, vont aussi avoir du mal à subsister. Et puis je dirais que 30 à 40 années de néolibéralisme ont vraiment commencé à changer très profondément les choses. Et je m'arrêterai là avant de vous laisser parler, mais je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre. Les très bons analystes analysaient autrefois ce qu'avait été le totalitarisme soviétique, en disant que ce qui caractérise le totalitarisme soviétique, c'est notamment quelqu'un comme Claude Lefort, eh bien, c'est la volonté de la part de l'État de recouvrer totalement la société civile, c'est-à-dire d'avoir un peuple homogène et un seul. Mais de façon plus précise, on peut traduire ça en termes de modalités de jugement. Et en fait, selon les modalités de jugement, vous avez les secteurs de la société. Si vous jugez selon le vrai et le faux de façon méthodique et méthodologique, vous avez les sciences. Si vous jugez selon le légal et l'illégal, vous avez la justice. Si vous jugez selon le légitime et l'illégitime, vous avez la politique. Si vous jugez selon le laid et le beau, vous avez l'esthétique, etc. Donc on peut ramener tous les secteurs d'activité systématiquement à des modalités de jugement. Or, ce qui a caractérisé le totalitarisme soviétique, c'est qu'il y avait une modalité de jugement, le légitime et l'illégitime, tel que le parti, et pire encore, son secrétaire général, les dictait. Et quelqu'un comme Staline intervenait en linguistique, en biologie, etc. Enfin, c'était quelque chose d'assez effrayant. Et effectivement, il n'y avait aucun secteur indépendant dans la société. Les médecins n'avaient pas le droit de s'auto-organiser et de définir leurs normes déontologiques. Vous imaginez le statut des sciences sociales en Union soviétique, franchement, vous imaginez ce que ça pouvait être. Alors au Japon, c'est la même chose. Vous savez que Abe a supprimé l'enseignement des sciences sociales. Il reste juste quelques petits clusters à Tokyo, parce que les grandes universités ont résisté. Donc tout était bouffé par le légitime et l'illégitime. La négation de toute forme d'indépendance de la société civile. Eh bien aujourd'hui, nous sommes à peu de choses près, dans la même situation, mais la modalité de jugement qui a mangé toutes les autres, c'est payer, ne pas payer. Aujourd'hui, la production scientifique, c'est une production qui est très souvent finalisée, financée par le privé, et ce qu'on finance, c'est quand même ce qui a un débouché technique. Ce qui se passe avec Trump, c'est très clair. L'argent des sciences du climat, il veut l'allouer à la recherche spatiale, pour aller faire du fric sur Mars. Il est fou aller faire du fric sur Mars. Pensez à Elon Musk, il a déjà commencé, lui, à faire du fric avec ça. Vous regardez aujourd'hui, aux États-Unis, c'est dans la loi, tout projet de loi doit être analysé en termes de... Enfin, jaugé en termes d'analyse coût-bénéfice. Vous regardez aujourd'hui
la manière dont on exerce la santé. Je vous renvoie à une tribune que j'ai publiée avec des scientifiques dans Le Monde, là, de lundi dernier. Dans le domaine de la santé aujourd'hui, les médecins ne sont plus du tout là pour vous administrer le traitement qui correspondrait au savoir que l'on possède. Par exemple, il y avait une vaccination, un type de vaccination contre la tuberculose qu'on a mis au point en 1976, qui était très peu coûteux, qui a permis de vacciner très très largement. Les groupes pharmaceutiques en ont arrêté la production. Ils ont mis sur pied un vaccin beaucoup plus coûteux. Et aujourd'hui en France, pas en Île-de-France, mais dans d'autres régions de France, c'est peut-être le cas ici, eh bien, on n'a plus de vaccination préventive et on voit les cas dans les milieux pauvres de tuberculose revenir. Vous prenez le domaine des arts, par exemple. Dites-moi pourquoi le Balloon Dogs, c'est-à-dire le chien ballon de, comment il s'appelle, Jeff Koons, comment se fait-il qu'il ait été vendu 83 millions d'euros? Il est grand, grand comme la pièce. 83 millions d'euros. C'est le marché. Vous n'aurez aucune autre explication. On va revenir quelques siècles en arrière, on va revenir au XVIIe siècle, à la grande période de la peinture française, donc le début plutôt du XVIIe, avec la cour de Louis XIV, etc. Et pensons à un peintre comme Poussin. Quand Poussin avait un acheteur, qui en général était un grand seigneur, vous imaginez que ce n'était pas les paysans de Lenain qui allaient acheter un Poussin, il le testait. Et il regardait si l'acheteur en question était capable de lire ces tableaux. À la peinture de l'époque, c'est essentiellement de l'iconographie. On raconte une histoire assez savante. Et le génie du peintre se marque dans la manière dont il va réinterpréter une scène qui est archi-classique. Et donc, quand un grand seigneur, fût-il richissime, n'était pas capable de lire un tableau, Poussin ouvrait la porte. « Monseigneur, s'il vous plaît, dehors. » Jeff Koons, c'est un ancien trader. Il continue à faire du trading, mais d'une autre manière. Donc, en fait, aujourd'hui, eh bien, cette modalité de jugement, selon le payer et le ne pas payer, a mangé toutes les autres. Et on le voit en termes de liberté. Quand on s'est battu contre le TAFTA, le CETA, eh bien, c'est tout simplement parce que si vous voulez optimiser les intérêts des grands groupes, vous devez interdire aux gens de s'organiser. Vous savez qu'aujourd'hui, à nouveau, les paysans grecs rééchangent leurs semences. L'Union européenne vient de leur donner un coup de semonce. Si vous n'interdisez pas tout de suite à vos paysans d'échanger leurs semences, il faut qu'ils achètent les semences de nos grands groupes. Vos prêts, niet. Donc, si vous voulez maximiser la liberté d'option sur un marché, vous devez notamment, je dis bien notamment, réduire les libertés démocratiques. Je suis désolé. L'idée selon laquelle il y avait comme une harmonie naturelle entre le marché et la liberté, c'est comme, si vous voulez, la réduction des inégalités et la croissance. Ça a fonctionné un temps, sans doute, mais ce n'est pas du tout d'association d'essence. Aujourd'hui, on a au contraire, et je reviens à ce dont j'ai parlé au début avec la globalisation, on a une contradiction frontale entre la maximisation de la sphère économique et toutes les autres sphères. Et du coup, la liberté est très plurielle, je vais revenir, philosophiquement, il y a des multiples formes de liberté, mais on maximise une seule forme de liberté au détriment de toutes les autres. Donc, il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de liberté. Les raisons pour lesquelles on tenait à nos sociétés ont été érodées, grignotées. Et on voit même que c'est l'expression même de la démocratie qui est aujourd'hui en danger. On va, avant la discussion, enfin, pour la discussion, parce qu'on va essayer de voir peut-être des issues possibles, mais en tout cas, on va ouvrir, si vous voulez bien, la discussion à ce moment-là, assez gris. Merci beaucoup, Dominique.